Vamos continuar com a mesa 1, com alguns minutos já de atraso. E eu queria chamar à mesa o professor Marc-Henri Soulet e a professora Viviane Chatel, que fazem as próximas comunicações. Enquanto, infelizmente, não vou ter tempo de apresentar a minha comunicação como estava previsto. Eu sabia de antemão que isso ia acontecer e, por isso, dispus do texto da minha apresentação, está no site da rede. Façam favor de o consultar e fico à vossa disposição para algumas questões que tenham no final. Mas, infelizmente, o tempo não dá para o apresentar em condições, sobretudo que abrimos esta sessão, precisamos justificar-se com a homenagem ao nosso amigo e colega Jordi Estivil. Portanto, na mesa 1 temos agora duas intervenções. Vamos começar com a intervenção do professor Marc-Henri Soulet. É isso? O professor Marc-Henri Soulet é professor na Universidade de Fribourg e, entre outras atividades e títulos, é presidente honorário da Associação Internacional dos Sociólogos de Língua Francesa. E é um prazer e uma honra tê-lo connosco e agradecer já a sua intervenção. Hola, bom dia. Je suis désolé, je ferai mon exposé en langue française, ne maîtrisant pas suffisamment la belle langue de Camões. Je me suis permis de proposer un exposé autour de ce qu'il y a de nouveau dans la question de la pauvreté et des inégalités. En fait, je me suis replongé 40 ans en arrière, et oui. J'ai publié un article avec un collègue que certains d'entre vous connaissent peut-être, Claude Martin, qui s'appelait « Quelle nouvelle pauvreté ?» Et je suis reparti, en allant fouiller dans ce texte, je suis reparti de cette idée. Comment peut-on parler de nouveau à propos des inégalités et de la pauvreté? Qu'y aurait-il de nouveau et qu'est-ce que serait la nouveauté? Ça sera un petit peu le propos de mon exposé que je vais essayer de structurer en 4 moments distincts. Le premier, c'est de se dire quel est le statut du nouveau? Qu'est-ce que c'est que du nouveau sur des thématiques aussi précises et en même temps aussi floues que la pauvreté et les inégalités? Le deuxième point que je voudrais traiter, c'est d'essayer de qualifier le lien qu'il peut y avoir entre représentation de la pauvreté ou des inégalités et action sur la pauvreté et les inégalités. Troisième moment, ce sera de se dire, entrons enfin dans le vif du sujet, qu'y a-t-il de nouveau aujourd'hui autour de ces questions-là? Que peut-on identifier comme tel? Et puis, j'oserais conclure par une hypothèse un peu extrême, pour ne pas dire extrémiste, un peu extrême sur ce qui me paraît radicalement nouveau en la matière. Malheureusement, je m'expliquerai tout à l'heure pourquoi sur ce malheureusement. Voilà. Alors, petit clin d'œil
excusez-moi ce clin d'œil franco-français, mais vous connaissez bien évidemment, j'imagine, ce rituel qui a conquis une partie du monde, puisque désormais il y a des cargos entiers qui partent la veille du 3e jeudi d'octobre, je suis en train de dire une bêtise, de novembre, pour alimenter les gorges japonaises qui se régalent du Beaujolais nouveau. Ce vin qui est un vin qui ne vieillit pas et qui est fait pour être bu immédiatement après avoir été fait. Et voilà, donc ce petit jeu de mots en disant qu'est-ce qu'il a de particulier ce Beaujolais? Rien de nouveau. Alors, pour le Beaujolais, peut-être. Pour la pauvreté et les inégalités, il s'agit aussi probablement de la même chose. C'est toujours du Beaujolais, à peu près la même chose pour les inégalités, même chose pour la pauvreté. C'est bien sûr une petite boutade pour commencer, mais pour vous dire, il y a deux manières de considérer la nouveauté en la matière, c'est de se dire, nous changeons de réalité. Ce qui fait le nouveau en la matière, c'est que la réalité tangible de la pauvreté ou des inégalités se modifie. C'est donc le réel qui est en quelque sorte affecté par une manifestation nouvelle. Ou au contraire, ce n'est simplement qu'un changement de perspective, nous considérons sous un autre angle une même réalité et partant de là, comme nous la considérons à partir d'une perspective autre, eh bien, nous imaginons que cette réalité est autre. Alors, je vais donc essayer d'illustrer cela de deux manières, en parlant en même temps, tout d'abord, des inégalités, de la pauvreté, et ensuite des inégalités. Vous avez eu un très bel exemple, je citais l'article que j'avais écrit au début des années 80, et vous avez eu un très bel exemple de ce qui pouvait être un changement de réalité. Au début des années 80, c'est-à-dire juste après la première crise pétrolière du milieu des années 70, nous avons eu un phénomène nouveau qui est apparu, qui a bouleversé notre conception de la réalité, de notre expérience concrète. Nous avons découvert que nous étions fragiles et exposés au risque de pauvreté. Vous aviez un très beau livre qui a été écrit à cette époque, un livre d'Antoine Lyon et de Pierre Maclouf qui s'appelait L'insécurité sociale. Rien à voir avec l'insécurité dont nous parlons aujourd'hui. L'insécurité sociale dont il s'agissait, c'était tout simplement le fait que l'on découvrait que l'emploi à vie dans la même entreprise, c'était désormais fini, que nous étions exposés à un risque inconnu. C'est bien sûr exagérer ce que je suis en train de dire, à un risque inconnu, celui du chômage, celui de la rupture de la carrière professionnelle. Nous découvrions un enchaînement chômage, précarisation, pauvreté. Et ce risque-là, il apparaissait comme étant un risque auquel nous étions toutes et tous exposés. Cette idée donc fondamentale que notre réalité changeait, ce que nous pensions être une réalité stable, une réalité durable, le contrat à durée indéterminée comme modalité expérientielle de l'emploi, eh bien, disparaissait au profit de carrières fractionnées avec entre-temps, entre l'emploi et un autre emploi, des moments de chômage, avec parfois, avec souvent, le risque de la précarisation durable et avec le risque de la pauvreté. Donc, cette idée, j'y reviendrai tout à l'heure, cette idée que la réalité était en train de changer, parce que la réalité du monde du travail était en train de changer, la réalité de l'emploi était en train de changer, ce qui avait été pensé comme stable se découvrait sur le fond fragile.
Mais on peut aussi dire, en même temps, la pauvreté, ben, ma foi, il faut distinguer la pauvreté comme objet et la pauvreté comme question. Et l'on pourrait bien évidemment se dire, j'ai mis ici quelques photos qui représentent des manières de voir la pauvreté à différentes périodes. Et vous voyez bien que le mendiant dans le petit dessin en noir et blanc n'est pas tout à fait la même chose que les travailleurs de la grève, ceux qui allaient travailler au jour, la journée, comme le disait Robert Castel, qui étaient pauvres quoique travaillant, et bien sûr, ça n'est pas la même chose que ce pauvre monsieur, pauvre aux deux sens du terme, ce pauvre monsieur dans son habitat à loyer modéré, tout seul, isolé, probablement travailleur migrant, et qui connaissait une autre expérience de la pauvreté, et bien sûr, ça renvoie au sans domicile fixe que vous avez dans la 4e photo. L'idée est simplement de dire, est-ce que sur le fond, quand on parle de pauvreté, quand on parle d'exclusion, quand on parle de vulnérabilité, est-ce que l'on parle de choses différentes ou est-ce que l'on parle toujours des mêmes mais différemment? Et là, on peut s'interroger et se dire que probablement parler différemment de la même chose, c'est utile. C'est utile puisque ça permet de travailler différemment la même chose. Je reviens à cet élément que j'évoquais tout à l'heure, qui était, excusez-moi, je reviens en arrière, la nouvelle pauvreté comme réalité. Eh bien, on découvrait cette nouvelle pauvreté comme réalité et en même temps, il s'agissait bien d'un nouveau regard sur la pauvreté, puisque cela permettait de mettre différemment au travail la population seulement des pauvres, mais la population de manière générale, puisque quel était le discours autour de la nouvelle pauvreté? C'est ce risque-là, c'est un risque partagé. Nous avons donc tous à nous travailler pour pouvoir faire en sorte d'éviter la concrétisation de ce risque, de pouvoir faire en sorte que si ce risque advient, nous allons devoir, excusez-moi le terme, nous bouger pour pouvoir en contrer les effets négatifs. Autrement dit, ce que j'essaye d'évoquer ici, c'est que thématiser la pauvreté sous un regard différent, c'est probablement thématiser des manières d'agir différemment sur la pauvreté, c'est mettre différemment au travail le corps social. Et j'essaierai de l'illustrer encore une fois avec la pauvreté. Regardez, il y a eu plusieurs théories de la pauvreté. Et regardez combien ces théories de la pauvreté ont participé à mettre en œuvre des modalités d'action différentes. Si vous considérez la pauvreté comme étant quelque chose qui est fondamentalement, on va dire pour aller vite, de la malnutrition, quelque chose qui serait une pauvreté absolue où les personnes ne peuvent pas avoir accès à des biens essentiels pour leur existence, pour leur survie, eh bien, on imagine évidemment que le premier type d'action qui correspond à cela, il n'y a pas à réfléchir, il y a à engager une action d'ordre humanitaire, d'ordre compassionnel, venir au secours de celui qui a faim. Ce n'est bien sûr tout à fait la même chose si l'on considère la pauvreté, comme l'a fait Oscar Lewis il y a un certain nombre de décennies. Ce n'est pas tout à fait la même chose si on considère la pauvreté comme étant une culture, comme étant un mode de vie dans lequel on est enraciné, dans lequel on a à la fois ses habitudes, mais aussi, si j'ose m'exprimer ainsi, ses certitudes et son confort. Dès lors, lutter contre la pauvreté, c'est lutter contre cette culture de la pauvreté qu'il faut, dans une certaine mesure, passez-moi le terme, détruire pour pouvoir substituer à un autre mode et un autre rapport au monde. Et dès lors, c'est un travail d'éducation dont il s'agit. Et on peut voir, par exemple, pour ceux et celles qui ont travaillé avec les personnes
sans domicile fixe, à la rue, combien il est difficile de travailler autour de ces personnes parce que ce modèle culturel, qui est un modèle de la survie, permet à ces personnes justement de survivre dans ces conditions extrêmes et que leur demander d'abandonner ce modèle culturel devient une prise de risque pour eux très, très difficile à assumer. Le troisième modèle théorique, c'est celui, par exemple, qui a été théorisé par Jean Labens, un des théoriciens du mouvement ATD Quart-Monde, qui a considéré que la pauvreté était en quelque sorte le statut, excusez-moi, le terme n'est pas beau, de résidu de l'histoire, de ceux qui avaient raté le train du progrès. Et Labens les faisait puisqu'il travaillait sur la situation française, les faisait remonter à ceux qui avaient manqué le train de la révolution, à la fois la révolution politique et la révolution industrielle, ceux qui étaient les condamnés de l'histoire, en quelque sorte, et il n'y avait malheureusement pour eux qu'un seul modèle à mettre en place, un modèle assistentiel, sachant que ceux qui avaient raté le train de l'histoire, eh bien, ma foi, allaient s'épuiser au fil du temps et qu'il fallait les accompagner dans, en quelque sorte, passez-moi encore l'expression, leur fin d'existence. Et puis le quatrième modèle, et là vous reconnaîtrez peut-être Charles Booth, ce philanthrope anglais, qui a inventé la notion de seuil de pauvreté. Et en quelque sorte, à partir du moment où on considère la pauvreté comme relative, elle est donc une proportion de la population par rapport à un revenu moyen de la société dans laquelle on vit, eh bien, le seul moyen pour lutter contre cette cette pauvreté pensée comme une pauvreté de niveau, eh bien, c'est d'engager une des politiques de réforme sociale. Donc, vous le voyez, le changement de perspective n'est pas anodin, c'est bien évidemment en même temps un changement de politique dont il s'agit. C'est ce que je voudrais essayer d'illustrer maintenant à propos de la question des inégalités. Je suis toujours dans le premier point de mon exposé. Vous voyez en arrière-plan peut-être, alors bien sûr c'est une copie, la copie de l'original de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est l'extrait du procès-verbal qui indique quoi? Eh bien, que tous les hommes, entendus comme hommes génériques, c'est-à-dire les hommes et les femmes, tous les hommes sont égaux en droit. Pourquoi j'ai mis ça ici? Pour dire, peut-être avant de commencer à réfléchir sur la question des inégalités, il faut admettre une chose. Il faut admettre que la question des inégalités ne se pose que parce que nous sommes dans un contexte qui repose sur l'idée d'égalité en droit des individus. Dans d'autres modèles sociaux, la question des inégalités ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences qui sont traduites par des statuts différents et qui sont légitimes. Pensez au régime des castes en Inde, pensez au régime féodal qui très clairement indique qu'il y a des statuts incomparables. Ce que pose la question de l'égalité en droit, c'est justement la comparabilité des situations qui va permettre de considérer que malgré le fait que nous soyons égaux en droit, nous sommes inégaux d'une manière ou d'une autre. J'y viendrai tout à l'heure. Autrement dit, pas d'inégalité sans axiome d'égalité. Vous verrez tout à l'heure, à la fin de mon exposé, je reviendrai sur ce point qui me paraît vital. Pour aller vite, il n'y a que les démocraties qui connaissent les inégalités. Pas de chance pour elles, si je puis dire. Deuxième idée, bien sûr, nous sommes tous différents et différentes. Mais différence et inégalité, ça n'est pas comparable. Ça n'est pas la même chose.
Qu'est-ce qui fait la différence entre différence et inégalité? C'est que une inégalité, c'est une différence qui a été hiérarchisée socialement et qui, en quelque sorte, produit des effets inégaux, donc en matière d'accès à des biens communs importants. L'éducation, une ressource particulière, un logement, etc. Mais s'il n'y a pas, en quelque sorte, d'inégalité entre un gaucher et un droitier, sauf bien sûr, souvenez-vous pour les plus anciens, qui avaient la tentation d'être gauchers et qui voulaient écrire avec la main gauche, ou regardez aujourd'hui, il y a des inégalités entre les gauchers et les droitiers. On sait bien que dans certains sports, il vaut mieux être gaucher que droitier, parce que, en quelque sorte, c'est un bien rare. Et donc, de ce fait, il y a une hiérarchie qui va produire des effets sociaux. Si vous êtes gaucher, vous avez, et bien sûr, vous avez quelques talents quand même. Dans certains sports, vous serez avantagé et vous en tirerez des bénéfices. Donc, l'inégalité, on pourrait dire la même chose entre les blonds et les bruns. Vous voyez bien à quoi je fais référence. Bien sûr, ceux qui ont l'avantage, comme notre ami Michel, là, passent sous, en quelque sorte, les fourches codines de la différence. Bref, ce que je voulais essayer de dire, c'est pensons bien ça, parce que la question de la différence va nous revenir régulièrement quand on parle des inégalités, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, même si, bien sûr, les inégalités se nourrissent des différences. Alors, je voudrais là toujours essayer de montrer qu'il y a deux conceptions, c'est pas moi qui le montre, et c'est très bien fait par François Dubé, qu'il y a deux conceptions des inégalités. La première, c'est l'inégalité, il appelle ça des places. Je ne sais pas si en portugais lugares rend bien l'ambiguïté du terme des places. C'est à la fois le lieu, mais c'est aussi les positions. Donc, l'égalité des places n'est pas l'égalité des conditions, du tout. L'égalité des places, c'est l'idée d'un resserrement des positions, d'une réduction des écarts entre les positions au sein d'une société donnée, sans avoir besoin de recourir au mérite des individus. Et là, j'ai mis deux petits schémas que vous pouvez observer, parce que veut dire une logique qui pense l'égalité comme l'égalité des places? Eh bien, c'est qu'on est dans une logique redistributive. Nous sommes dans des politiques sociales redistributives dont l'effet tendanciel est la réduction des inégalités, la réduction des écarts. On a parlé à un moment donné dans les 30 Glorieuses de la moyennisation des sociétés. Sous-entendu, les sociétés deviennent un ensemble de classes moyennes avec, c'est l'image que j'ai mis tout au bout ici, l'image qui est développée par un sociologue français, Henri Mandras, et son collaborateur à l'époque, Michel Oberlé, qui a théorisé la représentation de la société en toupie, avec une petite pointe en bas, les classes les plus pauvres, une petite classe en haut, les classes les très très riches, et puis au milieu, un gros ventre, pas tout à fait indistinct, mais presque. En quelque sorte, on réduit les écarts. C'est la logique d'une politique de redistribution basée sur l'idée d'une égalité des places. Le schéma au milieu, alors c'est un schéma qui concerne la société française, vous auriez le même partout dans les pays dans lesquels l'État-providence a pu se développer sur la base d'une politique redistributive. Vous voyez, il y a la courbe qui est la courbe plutôt bleu clair sur le tableau, et qui indique une chute à un moment donné qui est bien sûr liée à l'âge. Et là où on voit
que s'il n'y avait pas de politique redistributive, courbe verte, eh bien, nous aurions un appauvrissement considérable, notamment des populations les plus âgées. Grâce aux politiques redistributives, qui est la courbe en bleu foncé, eh bien, nous voyons qu'il y a une réduction des, en quelque sorte, inégalités de place. Les conditions entre des personnes plus jeunes et plus âgées sont ici rassemblées, réduites dans un même ensemble relativement homogène. Deuxième mode de lecture que vous connaissez bien, c'est l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, c'est donc un autre modèle qui existe et qui va appeler un autre type de politique. Qu'est-ce que c'est que l'égalité des chances? C'est en quelque sorte créer des conditions équitables pour que la compétition ne soit pas faussée par des biais. La compétition entre les individus ne soit pas faussée par des biais. L'exemple le plus parfait, c'est bien sûr l'égalité des chances à l'école. L'égalité des chances à l'école, c'est deux choses. Une égalité d'accès, l'école obligatoire et gratuite, et une égalité de traitement. Sous-entendu, nous avons tous le même programme, quelle que soit l'école dans laquelle nous sommes inscrits et nous étudions. Mais comprenons-nous bien, l'égalité des chances ne présuppose surtout pas l'égalité de résultats. Au contraire, l'égalité des chances est un dispositif qui permet d'expliquer l'inégalité de résultats. C'est parce que Casimiro a bien travaillé à l'école, qu'il a été sérieux, qu'il a réussi à l'école. Autrement dit, inégalité de mérite, il avait l'appétence pour le travail scolaire. Ou autre qualité, tu vas avoir beaucoup de qualités, ou autre qualité, c'est parce qu'il était très intelligent, pas comme son petit camarade avec lequel il jouait de temps en temps, il était très intelligent et donc qu'il a réussi à l'école. Autrement dit, à chaque fois, ce qu'on valorise, c'est la compétence et l'appétence. Le sérieux, le travail et l'intelligence. Et puis, ma foi, son petit camarade, qui maintenant n'y voyait aucune discrimination, est retraité de son activité de technicien de surface, pour prendre un très beau mot pour dire balayeur, eh bien, son petit camarade, il ne peut rien dire. Il n'a pas travaillé à l'école et il n'était pas intelligent. L'égalité des chances, c'est un dispositif qui permet de justifier les inégalités, mais qui sont des inégalités légitimes, vous l'entendez bien, en tant que telles. Alors, bien évidemment, il y a eu un certain nombre de biais, là je parle en principes généraux, il y a eu un certain nombre de biais qui ont été dénoncés, je pense bien sûr aux travaux de Bourdieu en la matière, je pense bien sûr aux travaux des pédagogues sur l'effet Pygmalion qui indiquait celui-là, il est très bon, tu verras quand tu l'auras dans ta classe, ou celui-là, tu n'as pas de chance de l'avoir dans ta classe, à la fois la prophétie autoréalisatrice se réalisait et ce qui était peut-être un épiphénomène devenait un effet structurel des propriétés de l'individu. Mais plus important, et là j'ai mis cette petite boutade que vous voyez et peut-être que vous avez du mal à le lire, où la dame demande comment se fait-il que je gagne moins que toi, et la réponse est parce que je gagne plus que toi. Hein, qui est une manière de dire il y a des inégalités qui demeurent, et dès lors il a fallu développer à côté de l'égalité des chances pour lever tous les obstacles, pour lever toutes les barrières à la compétition. Il a fallu introduire des dispositifs particuliers qui ont été des dispositifs de discrimination positive, autrement dit, de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes qui viennent corriger les
barrières invisibles qui viennent compenser des phénomènes qui empêchaient la libre, en quelque sorte, le libre jeu des compétences et des appétences de chacun. Alors, maintenant, je passe à mon deuxième point. Quoi de neuf en matière d'inégalité? Là, pour des raisons de concentration de mon propos, je ne vais traiter que de l'inégalité, mais on aurait pu faire peut-être à peu près la même chose pour la pauvreté. Quoi de neuf? Eh bien, je vous dirais, comme j'ai commencé à le faire dans le début de ma présentation, changement de réalité et changement de perspective. Changement de réalité, ce que François Dubé a nommé les inégalités multipliées, c'est l'idée que nous verrions apparaître, ce qui est en partie faux, bien évidemment, mais nous verrions apparaître des inégalités nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire, ces inégalités nouvelles? Alors, la première explication, qui n'est pas celle de Dubé, mais que l'on le trouve chez d'autres auteurs et qu'on trouvait déjà chez Tocqueville, de la démocratie en Amérique, cette idée que plus les inégalités se resserrent, plus on arrive dans un modèle de la toupie, plus les inégalités qui subsistent deviennent insupportables, deviennent injustifiables. Moi, c'est pas vrai. J'ai pas de voiture, donc comme ça, je peux prendre un bel exemple pour l'illustrer. Moi, j'ai une petite voiture, vous comprenez bien. Tout le monde a accès à une voiture. Tout le monde a une voiture. Mais c'est insupportable de voir que mon voisin, qui habite le pavillon à côté de moi, qui a à peu près les mêmes conditions que moi, lui, il a, je ne sais pas. Alors, choisissez la voiture que vous voulez, une Tesla, une Mercedes, enfin comme vous voulez. Mais en tout cas, il a ce type de voiture, alors que moi, j'ai une toute petite voiture. Insupportable, insupportable. Alors qu'a priori, nous vivons dans des conditions presque équivalentes. Il n'est ni très riche, et moi, je ne suis pas très pauvre. Et en même temps, cet écart qui nous sépare toujours par des marqueurs, notamment consommatoires, devient insupportable. Ça, c'est la première idée, cette idée qu'il existerait des inégalités nouvelles qui sont en quelque sorte des inégalités résiduelles. Je les appelle résiduelles pour dire que ce sont des inégalités qui, sur le fond, nous affectent profondément, émotionnellement, alors que sur le fond, elles ne nous affectent que minimalement dans nos existences concrètes. Entre se déplacer dans ma petite voiture ou dans la Tesla de ma voisine, eh bien, comment ça, tu n'as pas de Tesla? Non. Bon. Eh bien, en gros, il n'y a pas de différence. Ça nous permet de nous acheminer dans un confort peut-être un peu moins grand pour moi, mais quand même relativement comparable. Deuxième idée, celle qu'évoque Dubé, et que je pense qui est très forte, c'est que ce qui faisait système dans les inégalités, ce qui nous faisait penser que nous vivions des inégalités qui nous marquaient fortement, c'était justement qu'elles étaient pensées comme un tout. Nous appartenions à un groupe et il était en situation d'inégalité par rapport à un autre. C'était l'entièreté de notre existence qui était inégale par rapport à l'autre. Ce qu'essaye de nous dire Dubé, au contraire, c'est que la démultiplication vient de l'éclatement de ce qui semblait assembler toutes ces inégalités dans une commune inégalité avec les autres. Maintenant, si on peut le formuler ainsi, les inégalités s'individualisent en tant que telles et dès lors, elles prennent des colorations qui sont liées à des propriétés qui ne sont plus des propriétés groupales, sociales, mais qui sont des propriétés individuelles en tant que telles. Des propriétés que je ressens comme étant très liées à mon identité de genre, de mon identité ethnique, mon identité géographique, etc., qui font que je perçois cela comme étant quelque chose de profondément lié à ma propre qualité
en tant que tel. Dès lors, on voit apparaître depuis un certain nombre d'années, quelque chose qui me paraît central et qui n'existait pas préalablement, c'est cette idée que les inégalités génèrent du ressentiment. Ces nouvelles inégalités, ces inégalités individualisées et fractionnées génèrent du ressentiment, génèrent le sentiment d'injustice, quelque chose qui est inexplicable, sauf en le rapportant à moi, en quelque sorte, et en disant « je le vis comme cela parce que on me nie, et vous le voyez, les inégalités se transforment en représentation discriminatoire. » Deuxième nouveauté, ça c'était par rapport à l'inégalité des places. Les places explosent pour devenir en quelque sorte des inégalités individuelles. Deuxième modification de la réalité, me semble-t-il, c'est l'inégalité des chances que l'on pourrait appeler être une fiction. Une fiction tout à fait efficace pour nous faire concourir, mais une fiction qui engendre là aussi beaucoup de déception et beaucoup de ressentiment. Et me semble-t-il, celui qui le thématise le mieux contre son gré, si je peux m'exprimer ainsi, celui qui nous aide à le penser, c'est Amartya Sen, dans ses travaux, bien sûr, sur la capacité. Quand il évoque l'idée de capacité, c'est quoi? C'est plusieurs choses. La première, elle est importante, c'est la liberté de choisir ses fonctionnements. Nous sommes tous libres de choisir nos fonctionnements. Nos fonctionnements, entendons-nous bien pour Sen, ce sont des fonctionnements sociaux. Le fonctionnement social qui est se déplacer, qui est une nécessité sociale aujourd'hui, ce fonctionnement social, nous pouvons en choisir librement la modalité. Je préfère me déplacer en transport en commun que en Tesla comme ma voisine que je vais continuer à taquiner. Je préfère me déplacer de manière verte avec mon vélo que en pelement avec ma voiture. C'est un choix. Ou au contraire, je préfère me déplacer avec ma voiture parce que ça me permet de m'acheminer plus rapidement à mon travail et d'éviter d'être mouillé comme quelquefois il pleut, par exemple, comme au Portugal en ce moment. Première idée, donc, par rapport à des fonctionnements sociaux, il y a l'idée que nous permet la thématique de l'égalité des chances. Je suis à l'école, je peux rêver d'être désormais, de passer le concours de l'ENA quand j'entre en... de passer le concours, je n'ai pas dit de le réussir, de passer le concours de l'ENA quand j'entre en maternelle. J'exagère, bien sûr. À l'École nationale d'administration, qui est le grand concours de la fonction publique française. Première idée, donc, dans cette idée de l'égalité des chances que thématise fort bien Sen, c'est la liberté de choisir ses fonctionnements sociaux. La deuxième idée qu'il ajoute, la transformation de cette liberté de choisir en capacité de l'appliquer, donc en capacité, comme il le thématise, suppose des dispositifs structurels. C'est quoi des dispositifs structurels? Je peux vouloir, certains d'entre vous sont probablement allés dans certains pays. Je pense par exemple, moi je suis allé au Congo-Brazzaville, par exemple. Ben, vous pouvez choisir un fonctionnement social qui est de dire je voudrais me déplacer de manière verte avec mon vélo. Ben, si vous n'avez pas de piste cyclable, ça devient problématique. Autrement dit, pour que des choix puissent être traduits et appliqués, il faut des conditions structurelles. Je peux choisir de me déplacer avec des transports en commun. Ben, vous le voyez, en Amérique du Nord, c'est pas très facile de se déplacer avec les transports en commun tous les jours. De ne pas avoir de voiture. Donc, ce que j'essaye de dire et ce que Sen nous dit, pour que nous soyons vraiment des acteurs
porteurs de capacités, il faut des éléments structurels qui nous permettent d'accomplir ce que nous avons librement choisi comme fonctionnement. Or, malheureusement, l'égalité des chances, c'est quelque chose qui, alors je l'ai mis ici, qui génère un principe espérance, mais qui se heurte au principe responsabilité. Nous ne disposons pas des structures nécessaires pour accomplir les fonctionnements que nous avons librement choisis. Partant de là, l'idée d'égalité des chances est une fiction dangereuse, pas politiquement, dangereuse parce qu'elle va produire des déçus, elle va produire des aigris, comme bien sûr quand on a le sentiment à l'école qu'on n'a pas été reconnu dans ses compétences qui n'étaient peut-être pas celles que le système scolaire valorisait. Deuxième, par rapport aux inégalités, deuxième registre, non pas changement de réalité, mais changement de perspective. Et probablement que le changement de perspective majeur qui est apparu, me semble-t-il, depuis une quinzaine d'années, c'est l'idée de l'intersectionnalité. Alors, au départ, on a pu penser, mais franchement, l'intersectionnalité, c'est dire autrement ce qu'on appelait hier le cumul des inégalités. Ce n'est pas tout à fait juste, même s'il y a une part de vrai dans cela. C'est plus que cela. Ce n'est pas un cumul des inégalités, c'est une mise en connexion de discrimination. De discrimination qui mobilise deux registres, un registre qui est macro et un registre qui est micro. Macro, parce que bien sûr, il y a des discriminations que je vis au nom d'identités, en quelque sorte, que je n'ai pas complètement choisies et qui me pèsent, en quelque sorte, qui sont liées à l'ethnie ou à la race, si on peut utiliser ce terme, ou à la couleur que je représente, qui sont liées à mon genre, qui sont liées à mon origine sociale, qui sont liées à des propriétés physiques qui sont les miennes, etc. Et deuxièmement, l'expérience concrète que les individus en font, qui est une expérience de redoublement des négativités. Et ce que l'intersectionnalité nous permet d'exprimer, c'est justement le fait que cette connectivité-là, dans les discriminations, eh bien, elle était jusque-là tue par les principaux mouvements sociaux. Ce que l'intersectionnalité permet de représenter, justement, c'était ce qui n'était pas représentable, parce que c'était représenté de manière fractionnée en tant que tel. Deuxième changement de perspective, c'est proposé par un sociologue américain qui s'appelle Michael Sauder, qui est prof à l'université de l'Iowa et qui a écrit un article véritablement marquant dans lequel il propose de prendre au sérieux, non pas comme le ferait Oprah Winfrey, je vous l'ai mis là parce que ça peut vous aider dans la vie. Comment bien réussir votre vie? Il faut faire en sorte, en quelque sorte, d'être bien préparé et de saisir les opportunités. Jusque-là, rien de neuf, elle n'a fait que copier, en quelque sorte, ce qui est au frontispice de la faculté de médecine de l'université d'Harvard. La chance sourit, non pas aux audacieux, mais aux esprits bien préparés. Eh bien, Oprah Winfrey, on pourrait dire, la chance sourit aux esprits bien préparés, mais aussi aux esprits bien installés, si je puis me permettre ce petit coup de griffe à Oprah Winfrey. Ce que nous dit Sauder est beaucoup plus sérieux. Ce qu'il nous dit, c'est que, sur le fond, la chance, si on y regarde de près, c'est quelque chose, la chance ou la malchance, on est bien d'accord. Quand on va parler de chance, je fais référence à sa dimension positive ou négative. La chance, c'est un événement qui intervient dans notre existence et qui a des effets. Quelque chose qui a des effets individuels ou collectifs et quelque chose que l'on ne peut pas empêcher, sur lequel on n'a pas de maîtrise. Et dès lors, si on prend ça au sérieux, c'est ce que nous propose
on ne prend pas au sérieux en tant que sociologue. Si vous faites la revue de littérature de la sociologie, vous verrez que la chance n'intervient jamais, 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 jamais. Le seul moment où on la mobilise, c'est pour étudier ceux qui ont gagné au loto, hein, et qui ont eu la malchance de gagner au loto, puisque en quelque sorte, en gagnant au loto, ils vont vivre une transformation radicale de leur existence. Mais en dehors de cela, on ne prend pas au sérieux la chance, alors que dans notre existence quotidienne, nous invoquons régulièrement la chance, en disant « Quelle chance j'ai eu de passer après lui ou après elle lors de ce concours ?» puisque mon exposé en a été bonifié. Si ça avait été X qui était passé avant moi, probablement que je n'aurais pas réussi ce concours. Vous voyez bien, on invoque cela. Ou quelle malchance j'ai eu de rater mon autobus parce que il est passé avec un tout petit peu d'avance et ça m'a fait arriver en retard au concours et donc j'ai raté mon concours. Alors, ce qu'essaye de nous dire Sauder, c'est de nous dire et pourquoi nous ne mobiliserions pas la chance comme troisième facteur explicatif des inégalités. Jusqu'à présent, les inégalités sont expliquées, nous dit-il, essentiellement par deux facteurs sociologiquement parlant. Un, des effets de structure. C'est parce que nous sommes dans telle position sociale, à telle place sociale, que sur le fond, nous vivons une situation inégalitaire par rapport à d'autres, ou au contraire, c'est parce que, et là, on mobilise l'agentivité des individus, je n'ai su agir, j'ai bien agi, que j'ai réussi. Et Sauder, qui vit dans un contexte nord-américain qui survalorise le mérite, dit la chance serait peut-être pour nous une chance en tant que telle pour pouvoir contrer la toute-puissance du mérite dans le modèle explicatif des inégalités dans le contexte nord-américain. À tout le moins, nous dit-il, ça permettrait d'expliquer ce que quelquefois on a du mal à expliquer, c'est-à-dire les trajectoires inhabituelles. Alors, il me semble, si on prend au sérieux cette idée-là, je pense qu'il faut la discuter. Et Sauder ne la discute pas jusqu'au bout. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une distribution inégale des chances. Nous ne sommes pas égaux devant la chance ou la malchance. Deuxièmement, il y a des capacités à saisir ou à ne pas saisir des opportunités, comme nous le disait Geoffrey Winter. Ma foi, il faut savoir saisir des opportunités. Et là encore, ça n'est pas simplement une affaire de compétence ou de qualité. C'est probablement un effet de socialisation en tant que tel. Il y a des effets d'enchaînement de la chance. Parce que j'ai eu la chance de réussir ce concours en passant après 3 ou 4 candidats relativement moins bons que moi, j'ai eu la chance dès lors de pouvoir rencontrer des collègues formidables, ça arrive. J'ai eu la chance de pouvoir développer des relations avec des collègues à l'international et de ce fait d'établir des conventions de coopération entre mon université et d'autres universités, ce qui m'a donné beaucoup plus de chances d'être promu que mes collègues qui n'avaient pas développé ce genre de choses. Donc vous voyez, il y a des effets d'enchaînement. L'enchaînement que cite Sauder est beaucoup plus trivial. Il dit c'est un petit enfant qui prend une boule de neige et qui la jette contre un petit camarade. Le petit camarade l'évite et c'est un vilain monsieur qui la prend en pleine figure. Le vilain monsieur est très fâché, court après l'enfant qui se réfugie chez lui. Le vilain monsieur est fâché, sonne, ça ne résonne pas, il casse la porte est cassée. Les parents après disputent l'enfant, se disputent entre eux parce qu'ils ont disputé l'enfant de manière différente. Les parents divorcent et in fine, l'enfant se retrouve placé. C'est bien sûr une caricature, mais vous voyez qu'il y a des effets d'enchaînement de la chance. Probablement que si l'on devait considérer la chance dans l'explication des inégalités, faudrait-il aussi
s'intéresser à ce que Ronald Dworkin, un philosophe américain, distingue, c'est la chance provoquée et la chance subie. La chance provoquée, si je me présente à un concours, j'essaye en quelque sorte de le réussir. Et je vais peut-être bénéficier du fait que devant moi seront passés 3 ou 4 candidats relativement faibles, ça me sera profitable, mais c'est moi qui ai tenté ma chance. Par contre, si l'arbre du voisin, au moment de la tempête, s'abat sur ma maison, ça n'est pas moi qui ai provoqué la chance. J'ai subi une malchance, en quelque sorte. Et de ce fait, on est mieux préparé, on imagine bien, à une chance que l'on provoque qu'à une chance que l'on subit. Et donc, il faudrait faire intervenir ces éléments-là pour pouvoir prendre au sérieux le facteur de la chance. Et puis, la question qui demeure, c'est doit-on s'intéresser à la chance comme étant une variable, comme nous le dit Sauder, supplémentaire à côté des effets de structure et des effets d'agentivité pour expliquer les inégalités, ou est-ce que c'est simplement une variable complémentaire qui viendrait en quelque sorte enrichir l'analyse soit des effets de structure, soit des effets d'agentivité. Voilà, et j'en termine par ma conclusion, parce qu'il va être l'heure de terminer, j'en termine par ma conclusion, qui sera une conclusion hypothétique sur le radicalement nouveau en matière d'inégalité. Le relativement nouveau, c'est ce qui vient de sortir, alors c'est littéral. Il y a un ouvrage qui vient de sortir en France qui s'appelle Les Lumières sombres, qui reprend la question du Dark Enlightenment que l'on peut qualifier actuellement à propos des États-Unis. Qu'est-ce que c'est que cette idée de ces lumières noires? Ben, il n'y a pas que Arnaud Miranda, hein, je l'ai mis là, ici. C'est si on le prend au sérieux par rapport à la question qui est la nôtre, et j'utilise le terme qui est développé par un sociologue lausannois qui s'appelle Olivier Voirol, c'est la haine de l'égalité. La haine de l'égalité. Et je vais essayer de le développer très rapidement. La haine de l'égalité, ça veut dire quoi? On voit apparaître aujourd'hui un discours de plus en plus entendu, un discours de plus en plus accepté, un discours de plus en plus légitime, un discours qui ne nous semble plus heurté dans des sociétés démocratiques, un discours qui nous dit les inégalités, c'est naturel, confondant bien sûr inégalité et différence. Les inégalités, c'est naturel. Il y en a toujours eu. Il y a des inégalités de compétences. Il y a des inégalités culturelles. Que voulez-vous? Il y a des sociétés plus développées que d'autres. Il y a des inégalités physiologiques. Il y a des plus grands qui courent plus vite que les plus petits. Je dis n'importe quoi, hein, vous le voyez. Bref, tout un ensemble d'éléments qui consistent à énoncer la banalité de l'inégalité, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau social. Des inégalités, il y en a toujours eu dans toutes les sociétés. Des inégalités, il n'est pas nécessaire de les combattre. Ça fait partie de la vie sociale. Il n'est pas nécessaire de les corriger. Deuxième idée, plus les inégalités, c'est ce qui permet de taire société, c'est ce qui permet de tenir la société. N'a-t-on point besoin de vrais leaders? N'a-t-on pas besoin de vrais chefs? Et un vrai chef, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, bien sûr, nous est supérieur, qui est inégal par rapport à nous. Sombre vermine que nous sommes, si j'exagère. Les inégalités, c'est ce qui permet la cohésion, c'est ce qui remet de l'ordre. Vous comprenez bien qu'une société dans laquelle il y a des statuts de forts et des statuts de faibles, dans laquelle il y a une société d'ordre, je fais référence aux ordres de l'Ancien Régime, où une société de caste était des sociétés stables
pas comme nos démocraties, étaient des sociétés ordonnées, étaient des sociétés dans lesquelles il n'y avait pas ce genre de troubles que l'on trouve dans les démocraties, qui sont des troubles qui naissent du fait que nous nous pensons égaux alors que nous ne le sommes pas. Et puis, troisième critère qui justifie la haine de l'égalité, c'est tout simplement l'égalité. Les politiques de réduction des inégalités sont des politiques qui créent des inégalités. Regardez, les politiques de quotas, ce ne sont pas des politiques qui créent des inégalités. Réfléchissons. Excusez-moi, je me fais l'avocat du diable en tant que tel. Réfléchissons. S'il y a des quotas, ça veut dire que l'on empêche ce qui est au principe de la vie sociale, c'est-à-dire la compétitivité. Pire, regardez, nous sommes une majorité silencieuse, nous. Nous sommes la majorité. Et les politiques discriminatoires qui visent à favoriser les défavorisés, qui visent à lutter contre les discriminations de ceux qui se disent discriminés, ces politiques de discrimination positive discriminent la majorité silencieuse. Bref, tout un ensemble d'arguments, je vais vite, sinon je vais finir par vous convaincre, et ça serait quand même dommage. Tout un ensemble de politiques qui semblent nous dire nous sommes en train de changer de paradigme, ou nous risquons de changer de paradigme. Et j'ai beaucoup aimé ce petit dessin que j'ai mis ici, où vous avez deux pauvres qui sont pauvres et toujours pauvres, et l'un dit à l'autre, bonne nouvelle, nous sommes en train de changer de paradigme. Ça changera peut-être pas leur réalité. Et je termine par ce dernier point. Que faire? Que faire pour les sciences sociales désorientées que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi sont-elles désorientées? Hypothèse, probablement parce qu'elles sont, à vous de choisir, soit sœurs, soit filles de la démocratie. Et les sciences sociales sont mal à l'aise dans un univers qui essaye de dépasser ce qui est le régime fondamental démocratique, c'est-à-dire bien sûr la liberté, mais aussi l'égalité en tant que telle. Et à partir du moment où on retire l'égalité, en quelque sorte, du pain nourricier des sciences sociales, nous sommes bien mal à l'aise pour pouvoir réagir. Pourtant, que faire? Il me semble, alors j'ai été très vite, la première, elle est politique, bien sûr, mais après tout, il n'y a pas de mal à essayer de penser le politique. Et il me semble qu'il faut éviter une confusion que l'on fait régulièrement, la confusion entre conservatisme et réaction. Pour aller vite, le conservateur, c'est celui qui tolère un régime en essayant de penser qu'à l'intérieur de ce régime, il pourra préserver l'essentiel de valeurs antérieures. Le réactionnaire, c'est celui qui combat les valeurs et les principes du régime politique dans lequel il est. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un projet réactionnaire qui ne vise pas à préserver un certain nombre de valeurs particulières que l'on pourrait appeler traditionnelles. Nous sommes davantage dans un modèle qui se construit et qui se construit comme balayer ce qui est au cœur du principe démocratique. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que sciences sociales? Il me semble la première chose, c'est de dire des inégalités, il y en a, que vous le vouliez ou non, vous le savez, et ces inégalités, il faut continuer à les documenter, même si elles sont déjà beaucoup documentées, mais rappeler que ces inégalités, ce n'est pas la même chose que les différences, que ces inégalités sont le fruit d'une hiérarchisation sociale des différences. Deuxième élément, c'est
j'ai oublié de le mettre ici, j'y ai pensé en venant ce matin en marchant, suivre, si l'on peut dire, la méthode de l'égalité que le philosophe français Jacques Rancière avait essayé de thématiser, c'est-à-dire de dire, attention, ne nous trompons pas, l'égalité n'est pas un but à atteindre, l'égalité est un principe à défendre. Le but ne sera pas atteignable et quelle que soit la politique pour le mettre en œuvre, elle sera toujours insatisfaisante puisqu'il y aura toujours des résidus, des reliquats et des sentiments et des ressentiments dans des situations qui sont vécues comme des injustices. Donc la méthode égalité, c'est repartir du principe plutôt que de se focaliser sur cet idéal à atteindre. Donc, deuxième ici, mais troisième élément, quatrième élément ici, c'est l'idée, peut-être, puisque nous le vivons, moi j'ai opposé tout à l'heure, formellement, conceptuellement, l'égalité des places et l'égalité des chances. Nous vivons simultanément dans des modèles démocratiques qui ont des politiques de redistribution et ont des politiques d'égalité des chances. Eh bien, concevoir, plutôt que de les opposer, concevoir une certaine complémentarité de ces deux types de modèles et de faire en sorte qu'ils puissent vivre ensemble. Troisième idée, peut-être elle est alarmiste, pardon, cinquième idée, j'étais à la quatrième. Cinquième idée, peut-être elle est alarmiste, mais qui consiste à dire, oui, il demeure des inégalités, oui, ces inégalités peuvent sembler illégitimes, injustifiées, peuvent être difficiles à accepter pour les individus, mais comme pour la collectivité. Mais posons le coût de ce que serait une société sans politique de lutte contre les inégalités, que ce soit une politique d'égalité des chances ou une politique de redistribution. Quels seraient les coûts en matière de cohésion sociale? Et puis, la dernière qui est de dire, faut prendre au sérieux la question du ressentiment. Le ressentiment, ça n'est pas simplement une petite aigreur que les gens ont au fond de l'estomac quand ils regardent la Tesla de la voisine. C'est plus que de la petite aigreur. C'est véritablement quelque chose qui oriente leur rapport au monde et dès lors qui structure leur rapport aux politiques. Prendre au sérieux le ressentiment, c'est donc en faire un objet d'action publique. En tout cas, la seule chose certaine, dont je sois certain, la seule chose certaine, c'est qu'on ne peut pas dire « Désolé, je ne peux pas aujourd'hui, j'ai un Mac ». Désolé, je ne peux pas aujourd'hui. On doit dire « Je peux ». Merci. Merci pour la Tesla. Quero lembrar-vos que há um café aqui, quando vocês tiverem um bocadinho de necessidade, podem circular. O café está servido. Vocês podem ouvir, aliás, as conferências, podem ouvi-las porque é aqui ao lado. Bom, então, muito obrigado, Marc-Henri, ton excellente présentation, très interpellante.